Michael possédait un empire financier colossal. Des milliers de personnes l'admiraient. Pourtant, il suffit de 5 mots gribouillés sur un bout de papier déchiré, écrit par sa fille, pour que tout son monde s'effondre. « Papa, s'il te plaît, sauve-nous. » Risquerait-il tout pour intervenir, ou tournerait-il le dos, perdant ses enfants à jamais? Joyeux anniversaire, monsieur. Ceci vient d'arriver ce matin. La voix de la jeune assistante résonna distinctement dans l'interphone. Michael porta les doigts à sa tempe et répondit sèchement, « Merci, laissez-les simplement sur le bureau. » Un léger bip signala la fin de l'appel, restaurant le silence familier de son bureau, un silence qu'il avait payé cher. C'est dans ce silence qu'un empire tout entier s'était bâti. Le jour de ses 45 ans, l'environnement de Michael était exactement comme tous les autres jours, imposant, mais froid. De frais bouquets et des coffrets somptueusement emballés étaient soigneusement disposés sur la table d'appoint. C'étaient des félicitations de ses partenaires d'affaires, des gens qui connaissaient sa valeur. Il passa la main sur une carte en relief, parcourut rapidement les mots ornés et hocha machinalement la tête. Il s'apprêtait à se remettre au travail quand quelque chose d'inhabituel attira son regard. Coincée parmi les cartes brillantes se trouvait une enveloppe bon marché, de couleur kaki, au coin froissé. Pas de timbre, pas d'adresse. L'adresse, cher papa Michael, était griffonnée au crayon de couleur, l'écriture tremblante et irrégulière. Ce simple bout de papier froissé pesait plus lourd qu'un empire entier. Il repoussa les coûteuses boîtes et ramassa délicatement l'enveloppe. Le papier était fin, rugueux sous ses doigts. Lentement, il déchira le long du bord. À l'intérieur, rien qu'une feuille unique, arrachée d'un cahier d'école. Quelques lignes tracées au crayon de cire bleue apparurent, tordues et chancelantes, comme si la main qui les avait écrites avait tremblé. « Papa, s'il te plaît, sauve-nous. » 5 mots, seulement 5 mots, et le vaste empire financier de Michael sembla se réduire en cendres en un instant. Sa poitrine se serra. C'était l'écriture d'Emma, celle de sa fille aînée. Il l'aurait reconnue n'importe où, la façon dont elle traçait toujours la lettre « B », avec cette petite courbe maladroite au milieu. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, vifs comme si c'était hier. Il se souvint d'un après-midi ensoleillé où Emma, alors âgée de 6 ans, était assise à la petite table de cuisine, la langue légèrement tirée par la concentration. Elle peinait avec la lettre « B ». Sa grande main s'était refermée doucement sur sa petite, guidant patiemment chaque trait. Une demi-courbe en haut, puis une autre demi-courbe en bas. Tu vois. Il se rappelait encore le moment où elle avait enfin réussi à écrire son premier « B » toute seule. Tordu, bancal, mais le sien. Elle avait piaillé de joie, et il avait ressenti une fierté simple et tranquille, plus chaleureuse qu'aucun accord à $1 million n'aurait jamais pu lui apporter. Ce doux souvenir lui transperçait maintenant le cœur comme une lame. Ce petit « B » maladroit, jadis symbole d'un lien heureux entre père et enfant, était désormais porteur d'un cri de détresse désespéré. Le passé lui revint en mémoire. Il y a 3 ans, lors du divorce, il avait accepté toutes les conditions. Il avait utilisé l'argent pour compenser son absence. Il s'était convaincu que fournir un soutien financier équivalait à être un père responsable. Il s'était trompé. Rachel et son nouvel amant, Rick, avaient pris sa générosité et en avaient bâti un mur de séparation. Pire encore, il se souvenait du jugement qu'il avait signé de sa propre main. Une clause de l'accord de divorce, un piège qui le tenait désormais en son étau. Toute action de Monsieur Michael que le tribunal jugerait comme de la pression ou du harcèlement entraînerait la révocation immédiate et permanente des droits de visite. Pour arranger les choses, il devrait affronter son passé, lui, un homme qui n'avait plus rien à perdre et le jugement même qu'il avait jadis accepté. Cette lettre, qu'était-ce? Un piège, ou un véritable appel à l'aide venue d'un enfer dont il n'avait jamais soupçonné l'existence? Le cœur de père en lui criait de monter en voiture et d'y aller sur le champ, mais l'esprit de l'homme d'affaires l'avertissait qu'un faux pas pourrait signifier les perdre à jamais. Michael déposa lentement le bout de papier sur le bureau, juste à côté du gâteau d'anniversaire au chocolat belge que son assistante venait d'apporter. Le glaçage brillant captait la lumière. Sur sa surface, un message parfaitement manuscrit, « Joyeux anniversaire ». D'un côté, l'emblème du succès matériel. De l'autre, un cri de détresse griffonné sur un bout de papier déchiré. Il se faisait face par-delà un gouffre qu'il avait lui-même créé. Qu'était-il arrivé à ses enfants? Michael roula dans l'étroite rue de banlieue où Rachel vivait désormais avec leurs 2 enfants et son nouveau compagnon. La maison apparut, vieille et défraîchie,
un contraste cruel avec les gratte-ciel étincelants qu'il avait l'habitude de fréquenter. Son cœur battait la chamade, chaque battement faisant écho à la brève supplique de la lettre « Papa, s'il te plaît, sauve-nous ». Il coupa le moteur et resta silencieux quelques secondes. Les mots froids de l'ordonnance de divorce lui traversèrent l'esprit, toute action jugée comme du harcèlement entraînera la perte permanente des droits de visite. Un faux pas, et il perdrait tout. Cette fois, il ne se cacha pas. Michael sortit de la voiture, prudent comme un homme qui entre dans un champ de mine, et se dirigea droit vers la porte. Il frappa 3 coups, ferme et délibéré. Rachel ouvrit, et quand elle le vit, son visage passa du choc à la peur. « Michael, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je dois te parler, » dit-il, sa voix calme et posée, masquant la tempête intérieure. « Juste 1 minute. » Son expression hésita. Elle jeta un coup d'œil en arrière dans la maison, puis s'écarta à contre-cœur. « Entre, mais fais vite. » Michael entra. L'air humide et étouffant de l'endroit l'enveloppa immédiatement. Il suivit Rachel dans la cuisine et se figea. Dans la cuisine exiguë, Emma, sa fille de 8 ans, était debout sur une vieille chaise bancale pour atteindre l'évier. Ses bras fins étaient plongés dans l'eau froide et savonneuse alors qu'elle frottait patiemment une pile de petites assiettes. Dans un coin, 2 chaises en bois poussées l'une contre l'autre formaient un lit improvisé. Sur celui-ci, Lily, 6 ans, était blottie et endormie, sa petite main serrant toujours une poupée usée et déchirée. L'instinct le poussa à se précipiter, mais la raison le retint, les pieds cloués au sol. Sa main s'étendit, non pas pour toucher son enfant, mais pour saisir le dossier d'une chaise en bois voisine, ses doigts s'enfonçant profondément dans le bois usé, comme si c'était la seule encre le retenant de se faire emporter par la tempête d'émotions. Le costume coûteux qu'il portait ne faisait qu'accentuer son sentiment de décalage. Entre le monde de luxe qu'il habitait et la scène devant lui, un gouffre s'ouvrait. Emma n'avait pas remarqué son père. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, lointain, voilé, bien trop vieux pour son âge. Ses lèvres étaient serrées, comme si elle essayait de ravaler un soupir. Une petite fille qui aurait dû être assise dans un salon douillet peinait plutôt sous le fardeau d'un travail d'adulte. « Papa est juste là », cria-t-il en silence, mais je ne peux pas faire de geste imprudent pour l'instant. Comme si elle avait senti sa présence, Emma se figea, puis se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. L'étonnement se mêlait à la joie. Le bol lui échappa des mains et tomba dans l'évier avec un bruit métallique aigu. « Papa !» Ce murmure transperça le cœur de Michael comme une lame. Il réveilla également Lily. Elle se frotta les yeux, clignant des paupières, confuse en apercevant son père. En un instant, Rachel se précipita, se postant fermement entre Michael et les fillettes. « Tu dois partir maintenant, » siffla-t-elle, la panique transparaissant dans sa voix. « Pars, Michael, s'il te plaît. Si Rick te trouve ici, ça va mal tourner. » Sa terreur en disait long, elle n'avait pas peur de Michael, elle avait peur de lui. Michael ignora sa supplique désespérée. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus l'homme d'affaires accompli. Il était simplement un père. Ses yeux se posèrent sur les visages innocents de ses filles. Il fit un pas de plus, sa main se détachant du dossier de la chaise, prête à s'ouvrir. « Emma, Lily, » dit-il d'une voix rauque. « Venez vers papa. » C'était un ordre empreint d'amour, une invitation à la sécurité. Les yeux d'Emma brillèrent d'espoir. Elle avança d'un pouce, si légèrement. Mais Rachel bondit de nouveau, utilisant son corps pour lui barrer le chemin, protégeant les enfants de sa vue. « Non, Michael, s'il te plaît » sanglota-t-elle, son murmure frénétique. « Tu ne comprends pas. Si Rick découvre que tu étais là et que des problèmes commencent, il ne te touchera pas. Il s'en prendra aux filles après ton départ. S'il te plaît, pour leur bien, pars juste. » Cette phrase lui tomba dessus comme un seau d'eau froide. Il se figea sur place. Il réalisa que c'était le piège le plus cruel de tous. Il pouvait vaincre l'autre homme, il pouvait utiliser son pouvoir et sa force pour prendre ses enfants sur le champ, mais ce seraient ses enfants qui paieraient le prix de ce combat, cette nuit même une fois la porte fermée. Sa présence n'était pas un salut, c'était un danger. Il plongea son regard dans les yeux terrifiés de Rachel et vit la vérité dans sa supplique désespérée. Puis il jeta un coup d'œil par-delà elle vers Emma. Elle était là, les larmes au bord des yeux, le suppliant de rester, mais aussi les yeux grands ouverts d'effroi à l'idée de ce qui pourrait arriver s'il le faisait. Il ne dit pas un mot de plus. Il ne fit qu'un léger hochement de tête,
un hochement lourd de défaite et de compréhension. Il recula, puis se retourna et s'éloigna. Il savait que son silence n'était pas un second abandon de ses enfants. C'était la préparation d'une bataille qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre, et cette fois, cela pourrait être pour toujours. Michael se retourna et s'éloigna, chaque pas sur le béton humide pesant lourd comme une pierre. Le claquement de la porte derrière lui résonna comme le coup de marteau d'un juge. Lorsqu'il atteignit sa voiture de luxe, il ne monta pas tout de suite. Il se retourna. À travers la fenêtre embuée du salon, il aperçut une petite silhouette. C'était Emma, le visage pressé contre la vitre froide, ses fines épaules tremblantes, des larmes coulant sur ses joues. Cette image brisa chaque mur de raison qu'il s'était tant efforcé de construire. Il tira brutalement la portière de la voiture et s'affala sur le siège conducteur, mais ne démarra pas le moteur. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone et composa le numéro de Rachel. Messagerie vocale. Il rappela. Encore la messagerie vocale. Bon sang, lâcha Michael, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Passant au message, il martela chaque mot avec le poids d'une fureur contenue. Rachel, nous devons parler tout de suite. Trouve une excuse pour quitter la maison, ou demain mon avocat frappera à ta porte. Les minutes traînèrent comme des heures. Enfin, son écran s'illumina d'une réponse, le café, The Daily Grain, au bout de la rue. Dans 15 minutes. Le café était petit et presque vide. Michael choisit une table nichée dans le coin arrière. Quelques minutes plus tard, Rachel entra, sa capuche rabattue sur son visage. Elle ne le regardait pas dans les yeux. Son regard balaya nerveusement le café, tel un animal effrayé cherchant un prédateur. Elle s'assit, les mains tremblantes sous la table. Qu'est-ce qui se passe bon sang dans cette maison, Rachel? La voix de Michael était basse, tendue et directe. Rachel serra ses mains l'une contre l'autre, sa voix à peine un murmure, tu ne comprends pas, alors fais-moi comprendre, l'interrompit Michael. J'ai envoyé de l'argent, chaque centime, alors pourquoi ma fille vit-elle comme ça? Rachel fondit en sanglots, portant rapidement une main à sa bouche pour étouffer le son. Et c'est là que Michael le vit, alors que la manche de son pull glissait, une ecchymose sombre en forme de doigt ressortait nettement sur son poignet fragile. Toute la colère de Michael, toutes ses accusations, se figèrent dans sa gorge. Cette ecchymose répondit à toutes les questions, plus brutalement, plus clairement qu'aucune confession n'aurait pu le faire. Il ne posa plus de questions sur le passé. Il ne posa qu'une seule question, sa voix plus douce maintenant, mais lourde de sens. Il a pris tout l'argent, n'est-ce pas? Rachel n'eut pas besoin de répondre. Elle hocha seulement la tête, les larmes coulant sur son visage. La terreur dans ses yeux n'était plus due à lui, mais à la pensée de devoir retourner dans cette maison. J'ai eu tort, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je pensais que ma présence suffisait. J'ai été insensé. Michael ne voulait plus discuter. Il ne voulait plus entendre parler d'erreur. Devant lui se tenait non pas l'ex-femme qui l'avait trahi, mais une femme piégée. Et plus important encore, ses enfants étaient enfermés dans la même cage. Il baissa les yeux, sa voix lourde mais résolue, je me fiche des raisons maintenant. Je ne me soucie que de mes enfants, et je ne les laisserai pas grandir dans cet enfer un jour de plus. Il sortit son portefeuille et jeta quelques billets sur la table, non pas pour sauver Rachel, mais pour faire une déclaration. À partir de ce moment, il reprenait le contrôle, et il savait qu'il devrait agir vite. La confrontation avec Rachel n'apporta aucune satisfaction, seulement une dure vérité, discuter du passé était inutile. La rage qui brûlait en Michael s'était apaisée, remplacée par une détermination froide et calculée. Il ne reconquérait pas sa fille par l'émotion. Il le ferait par la vérité. Le lendemain matin, juste au moment où il démarrait sa voiture, le téléphone de Michael sonna avec insistance. Sur l'écran, le nom de Hugh apparut, le PDG d'une filiale avec laquelle il négociait le plus grand projet trimestriel de l'entreprise. Monsieur Hale, nous avons besoin d'une décision urgente. Le conseil d'administration veut vous voir en réunion à 10 heures aujourd'hui. Si nous retardons, nous pourrions perdre ce contrat. Les yeux de Michael se tournèrent vers le pare-brise, où les premiers rayons du soleil matinal répandaient une lueur dorée sur la route menant à l'école primaire d'Emma. Il resserra sa prise sur le volant et prit une profonde inspiration. À ce moment, il réalisa quelque chose, pendant des années, il avait toujours fait passer le travail en premier, et c'est pourquoi sa famille s'était déchirée. Je suis désolé, Hugh, dit fermement Michael.
Laissez le directeur adjoint s'en occuper. J'ai une affaire personnelle aujourd'hui. Une affaire personnelle? La voix de Hugues était pleine d'incrédulité. Êtes-vous sûr? C'est un accord de plusieurs millions de dollars. Michael mit fin à l'appel et posa le téléphone face contre terre sur le siège passager. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, il choisissait quelque chose de plus important que l'argent, sa fille. La voiture ne tourna pas vers le gratte-ciel étincelant. Elle se dirigea directement vers la petite école primaire. N'étant plus le millionnaire soigné, Michael portait un simple polo, ne semblant pas différent de n'importe quel autre père. Cette première rencontre avec Mademoiselle Davis, l'institutrice d'Emma, n'offrit que des informations générales. Elle était professionnelle et prudente. Emma est une fille intelligente, juste un peu réservée. Michael écouta patiemment. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. Il la remercia et partit. Cet après-midi-là, il était assis dans sa voiture, garé à un coin de rue tranquille, ouvrant le déjeuner de bureau élégant que son assistante avait préparé, saumon saisi, asperges rôties, riz brun. Il leva la fourchette, puis se figea. Ce qui lui vint à l'esprit n'était pas le bon repas devant lui, mais les mots de Mademoiselle Davis, juste un peu réservés. Et puis une pensée glaçante le frappa, « Qu'est-ce que ma fille a mangé ce midi ?» Il se rappela les mots amers de Rachel, « Tu n'étais pas là. » Elle avait raison. Il n'avait pas été là. Il ne savait même pas ce que sa propre fille aimait manger à l'école. Il referma la boîte à déjeuner, incapable d'avaler une seule bouchée. Sans hésiter, il fit demi-tour et retourna directement à l'école. Cette fois, il n'avait pas pris de rendez-vous. Il attendit la fin des cours, quand Mademoiselle Davis rangeait avec lassitude sa salle de classe. Le voyant revenir, elle eut l'air surprise. « Madame, » dit Michael, sa voix sincère et implorante, dépouillée du ton distant de l'homme d'affaires. « Je sais que vous avez des règles, mais je suis vraiment inquiet. En tant que père, je vous en supplie, dites-moi la vérité sur ma fille. » La détermination féroce dans ses yeux, mêlée à une angoisse qu'il ne pouvait cacher, toucha l'institutrice. Elle poussa un long soupir, comme si un fardeau avait été levé. « Pour être honnête, monsieur, nous sommes aussi inquiets. » Et puis elle lui raconta tout, les tranches de pain sec, la distraction de l'enfant. Et enfin, elle lui tendit un dessin de 3 personnes. Michael fixa les mots griffonnés en dessous, « Je veux dîner avec papa. » En se rendant à l'épicerie, le tourment en lui ne fit que s'alourdir. Il entra et acheta une bouteille d'eau. Le boutiquier, un vieil homme asiatique, répondit poliment au début, sans plus. Lorsque Michael l'interrogea sur les 2 enfants, l'homme secoua simplement la tête. « Je ne fais pas trop attention, monsieur. Les clients vont et viennent tout le temps. » Michael ne céda pas. Il resta là, silencieusement, les yeux rivés sur le boutiquier, ne disant rien de plus. Son silence pesait plus lourd que 1000 mots. Il contenait la douleur d'un père désespéré de réponse. Enfin, le boutiquier soupira et baissa la voix, « La petite fille blonde, n'est-ce pas? La pauvre. » Et il raconta à Michael la poignée de pièces et les paquets de nouilles instantanées. Finalement, Michael s'approcha d'une vieille femme qui travaillait dans le jardin d'en face, de la maison de Rachel. Il fit semblant de demander son chemin, puis orienta lentement la conversation vers les voisins. « Cette famille d'en face semble assez bruyante, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. La vieille femme arrêta son travail, le regarda avec méfiance, puis baissa la voix. « Pas bruyante exactement, mais troublante, oui. Parfois la nuit, j'entends des enfants pleurer. Pas le genre de pleurs pour des jouets, mais des sanglots, des pleurs de peur, des sanglots déchirants. » Ce soir-là, Michael était seul dans son luxueux bureau. Mais au lieu de rapport financier, un cahier était ouvert devant lui. Il y avait tout noté, les déjeuners de pain sec, le dessin de 3 personnes, les pièces pour les nouilles instantanées, les pleurs nocturnes. Les fragments épars avaient maintenant formé un tableau complet et horrifiant. La colère qu'il avait ressentie au début s'était transformée en une flamme brûlante de détermination. Non seulement il sauverait ses enfants, mais il dévoilerait tout. Le cahier, rempli de preuves froides et irréfutables, gisait sur le bureau de Michael. Pourtant, l'image qui le hantait était le dessin des 3 personnages et les mots « Je veux dîner avec papa ». Les preuves étaient ce que le tribunal exigeait, mais le cœur d'un père avait besoin de plus. Il devait entendre, voir, sentir la douleur de son enfant de première main. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville s'allumaient, Michael retourna dans l'ancien quartier.
Il n'avait ni plan, ni stratégie, juste une attraction irrésistible qu'il ne pouvait ignorer. Garé au bout de la rue, il marcha discrètement vers la maison, se cachant dans l'ombre d'un arbre. Il se dit qu'il n'était là que pour observer. Mais alors il la vit. Emma était assise recroquevillée sur les marches froides en béton, ses bras serrés autour de ses genoux. Elle ne jouait pas, ne chantait pas. Elle fixait la rue vide, l'air si petite et désespérément seule. Michael sortit de derrière l'arbre. Quand Emma leva la tête et le vit, ses yeux s'illuminèrent comme deux étoiles dans la nuit. Une joie stupéfaite, presque incrédule, se répandit sur son visage. Elle bondit sur ses pieds et courut vers lui, non pas avec du bruit ou des cris, mais dans un sprint silencieux, comme si elle craignait que le moindre son ne brise le fragile miracle de l'instant. Elle ne cria pas, « Papa ». Elle s'accrocha seulement à la manche de son manteau, comme si c'était la seule bouée de sauvetage qui lui restait. Michael se laissa tomber sur un genou, sa voix un doux murmure, « Emma, la lettre. Comment l'as-tu envoyée » J'ai dû attendre, murmura-t-elle, ses yeux ne le quittant jamais. Ce jour-là, oncle Rick avait bu et s'était endormi sur la chaise. Maman était dans la cuisine. J'ai entendu le camion de la poste dehors et j'ai couru. J'ai dit au facteur que c'était un cadeau d'anniversaire secret pour toi et je l'ai supplié de le mettre dans le sac de courrier de ton entreprise. J'avais si peur. Peur qu'oncle Rick se réveille. Michael se figea, accablé par l'ingéniosité, le courage et la peur que sa petite fille avait enduré juste pour lui envoyer ce cri de détresse désespéré. Il lui serra doucement la main. Mais pourquoi, ma chérie ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là qui t'a fait prendre un tel risque ? Les yeux d'Emma se voilèrent. Elle hésita, sa voix tremblante. Ce jour-là, oncle Rick était très en colère. Lily, elle a renversé son lait par terre. Il l'a enfermée dans la chambre et ne lui a pas donné à dîner. Elle a tant pleuré. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux remplis de larmes, suppliant, « J'avais si peur, papa. Je ne savais pas quoi faire. » Puis, d'une voix si faible que c'était presque un souffle, elle prononça les mots qui brisèrent complètement son cœur, « Je n'ai pas besoin de jouets, papa. Je veux juste dîner avec toi, juste une fois. » Ces mots furent comme une clé, ouvrant la porte aux souvenirs que Michael avait délibérément scellés. Il se rappela soudain les rares dîners d'autrefois, quand il avait mis le travail de côté pour rentrer à la maison. Il se souvint du rire de Lily quand elle renversait de la nourriture partout, et de la façon dont Emma bavardait sans fin sur des histoires inachevées de l'école. Ces moments ordinaires, des choses qu'il considérait autrefois bien moins importantes que des contrats à $1 million, étaient maintenant les choses mêmes que ses filles désiraient le plus. Le monde de Michael s'effondra. Chaque succès, chaque empire financier, chaque excuse qu'il avait jamais faite, s'écroula en poussière. Il serra sa fille dans ses bras et la retint fort, enfouissant son visage dans ses cheveux doux. Il lutta pour respirer, pour retenir un sanglot, mais il ne put empêcher les larmes chaudes de couler silencieusement sur ses joues. Juste à ce moment, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Rick sortit, échevelé, le visage déformé par un grognement. « Qu'est-ce que tu fais ici » grogna-t-il. « Encore en train de traîner par ici, l'homme riche ?» Le corps de Michael se tendit, mais il sentit la prise terrifiée d'Emma sur sa main. Il vit la peur dans ses yeux quand elle regarda Rick. Il dut se retenir. Lentement, douloureusement, Michael relâcha sa fille. Il se redressa, faisant face à Rick, le visage froid comme la pierre. Il ravala sa fureur. « Je passais juste, » dit-il, sa voix d'une égalité effrayante. Rick ricana. « Alors, disparais de ma vue. » Michael ne dit rien de plus. Il regarda Emma une dernière fois, un regard qui portait toutes les promesses tacites qu'il ne pouvait encore prononcer à voix haute. Puis il se détourna et s'éloigna dans un lourd silence. Assis dans sa voiture, il ne démarra pas le moteur tout de suite. Ses yeux s'attardèrent sur l'obscurité où sa fille venait de se tenir. Ce murmure n'était plus une supplique, c'était un ordre. Et il lui obéirait coûte que coûte. Si c'était vous, et que votre fille murmurait, « Je veux juste dîner avec toi, papa », pourriez-vous retenir vos larmes ? Michael ne rentra pas chez lui. Il roula sans but dans la nuit, son esprit toujours prisonnier de ce perron froid en ciment avec sa fille. Le murmure d'Emma, « Je veux juste dîner avec toi une fois », continuait de résonner dans sa tête, à la fois une supplique et un réquisitoire. Le ciel s'ouvrit à la pluie. À l'intérieur de la voiture chaude et sûre, Michael fut soudainement envahi d'une terrible angoisse, d'une attraction invisible,
l'instinct d'un père. Cela le força à faire demi-tour. Il devait s'assurer qu'elles allaient bien. Pendant ce temps, à l'intérieur de la petite maison, l'air était plus lourd que la tempête dehors. Rick venait de rentrer, empestant l'alcool bon marché et l'amertume d'un homme qui venait de perdre aux cartes. Il jeta ses clés sur la table et grogna. Dans la cuisine, Emma était debout sur un tabouret, frottant une des chemises tachées de Rick dans l'évier. À côté d'elle, Lily était blottie sur le sol, les yeux lourds de sommeil. « Emma, j'ai soif », murmura Lily. Emma essuya rapidement la mousse de ses mains sur un vieux tablier et tendit la main vers un verre en plastique. Mais juste au moment où Rick claqua son portefeuille vide sur la table, Emma tressaillit. Le verre lui échappa des mains, tomba au sol et se brisa. « Toi » rugit Rick. « Inutile, toutes les deux. Dehors !» Il attrapa le bras fin d'Emma et la traîna vers le porche. Lily cria de peur alors qu'il la poussait dehors aussi. La porte claqua, laissant les deux enfants sous la pluie glaciale. À ce moment précis, la voiture de Michael tourna dans la rue. Ses phares balayèrent une scène qu'il n'oublierait jamais, sous le toit du Porsche affaissé, Emma se tenait, protégeant sa sœur, utilisant son propre petit corps pour subir la pluie battante. Le dernier fil de la retenue de Michael se rompit. Il s'élança de la voiture, un rugissement furieux déchirant la nuit comme celui d'un animal blessé. Rick. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Rick sortit, lui barrant le chemin avec un sourire narquois. « Tiens, qui voilà ?» Michael ne répondit pas. Il bondit en avant, mais Rick tendit un bras pour l'arrêter. « Ne vous battez pas », sanglota Emma, sa voix tremblante transperçant la rage entre les deux hommes. « J'ai peur. » Ces mots tombèrent sur Michael comme un seau d'eau glacée. Il se figea. Il plongea son regard dans les yeux terrifiés de sa fille. Elle n'avait pas seulement peur de Rick, elle avait peur du conflit, peur de la violence, peur de lui. Parce qu'à cet instant, il ne semblait pas différent d'un autre homme furieux prêt à se déchaîner. Et à cet instant, Michael réalisa une vérité horrifiante, s'il recourait à la force, aux yeux de sa fille, il ne serait rien de plus qu'une version plus riche de Rick. Il ne voulait pas devenir un autre homme violent dans les souvenirs de sa fille. La rage bouillonnant dans ses veines se refroidit, se durcissant en une retenue douloureuse. Ses mains tremblaient, non pas du froid, mais du combat contre ses propres instincts. Au lieu de se serrer en poing, il retira lentement, presque maladroitement, son coûteux manteau en cachemire. Il s'avança et drapa le tissu chaud sur ses deux filles, les serrant l'une contre l'autre. Il s'agenouilla, les yeux rivés sur Emma. Sa voix sortit en un murmure, ferme mais stable, destiné seulement à elle. « Papa va vous sortir d'ici de la bonne manière. »« Tu me crois ?» Emma hocha frénétiquement la tête, les larmes se mêlant à la pluie. Rick le vit et grogna, la récréation est terminée. À l'intérieur, il tira les filles vers la maison. Juste avant que la porte ne claque, Emma jeta un coup d'œil en arrière à son père, son regard empli de peur, mais aussi d'une lueur d'espoir. La porte claqua. Michael resta figé sous la pluie, l'eau coulant sur son visage. Il aurait pu foncer à l'intérieur, mais alors quoi? Il serait un kidnappeur aux yeux de la loi, et un homme violent aux yeux de sa fille. Il aurait pu gagner l'escarmouche de cette nuit, pour perdre toute la guerre. Il avait appris sa leçon. Il se baissa pour ramasser son manteau, le beau tissu maintenant trempé et taché, tout comme l'impuissance qui pesait sur lui. Se tournant vers sa voiture, chaque pas lui sembla plus lourd que le précédent. Il n'avait pas sauvé ses filles ce soir, mais il avait gagné quelque chose de bien plus important, une promesse, une confiance, et un plan inébranlable. La bataille à découvert était terminée. La guerre juridique ne faisait que commencer. De retour de cette nuit pluvieuse, Michael n'était plus seulement un père en deuil. Il était devenu un guerrier. La promesse murmurée qu'il avait faite à Emma était devenue l'étoile guide de tout ce qu'il entreprendrait ensuite. Tôt le lendemain matin, il entra dans le bureau de Parker, son avocat, avec une résolution que Parker n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Nous allons intenter un procès pour la garde complète », déclara Michael, posant fermement son cahier sur le bureau. « Et nous allons gagner. » Les 2 jours suivants furent un tourbillon de réunions rapidement organisées. Michael et Parker travaillèrent sans relâche, assemblant des fragments de chagrin et les transformant en preuves légales irréfutables. Leur premier arrêt fut l'institutrice d'Emma, Mademoiselle Davis. Elle n'hésita pas à accepter de témoigner. Elle remit à Parker une copie du dessin de famille d'Emma, ainsi qu'un dossier détaillé des maigres déjeuners de la petite fille.
Je ferai tout ce qu'il faut pour aider Emma, dit-elle, ses yeux fermes et inébranlables. Vint ensuite l'épicier. Au début, il eut l'air mal à l'aise, mais après avoir entendu l'histoire de Michael, il hocha fermement la tête. Je témoignerai au tribunal, dit-il. Je leur parlerai des quelques pièces et des paquets de nouilles. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre comme ça. Parker obtint également les dossiers médicaux d'un examen récent. Les notes du médecin indiquaient clairement une malnutrition légère et des signes de stress psychologique chez les deux enfants. Chaque témoin, chaque document, était une brique de plus dans le mur qu'il construisait pour protéger les enfants. Parker feuilleta la pile de dossiers grandissante. C'est très bien, Michael, très bien. Mais il nous manque encore quelque chose de direct, quelque chose qui montre l'abus ou la négligence de Rick de première main. C'est alors que Michael pensa à Madame Martha, la voisine âgée qui vivait de l'autre côté de la rue. Lorsque Michael et Parker frappèrent à sa porte, elle les invita à entrer, mais son comportement était anxieux. Elle n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre vers la maison de Rachel. « Je veux vraiment aider, c'est vrai, dit-elle, sa voix tremblante, mais j'ai peur que Rick, il n'est pas sain d'esprit. S'il découvre que j'ai parlé, que me ferait-il » La peur d'une femme âgée vivant seule était à la fois réelle et digne de respect. Parker commença à expliquer les mesures de protection des témoins du tribunal, mais Michael leva doucement la main pour l'arrêter. Il comprit. Ce n'était pas quelque chose que la loi seule pouvait résoudre. C'était une question de confiance humaine. Il plongea son regard dans les yeux de Madame Martha, sa voix sincère et sérieuse. « Madame, je ne vous demande pas de m'aider, dit-il doucement. Je vous demande d'aider deux enfants innocents. Ils ne méritent pas de souffrir ainsi. Hier soir, j'ai vu ma petite fille debout dehors sous la pluie, tremblante. Aucun enfant au monde ne devrait jamais avoir peur dans sa propre maison. » Michael n'éleva jamais la voix, mais chaque mot portait le poids de la douleur et de l'amour paternel. Madame Martha resta silencieuse. Elle étudia le visage de Michael, marqué par le chagrin mais ferme de détermination. Puis jeta un coup d'œil par la fenêtre. Peut-être se souvenait-elle de ces nuits où elle aussi avait entendu le son d'enfants sanglotant. Lentement, la peur dans son expression s'estompa, remplacée par la résolution. « Vous avez raison, soupira-t-elle. À quoi bon la peur, de toute façon ? » Elle se leva, entra dans l'arrière-salle et revint avec une petite clé USB. « J'ai installé une caméra de sonnette. Elle ne capture pas beaucoup de vidéos, mais elle enregistre clairement le son sur le porche. » Elle tendit la clé USB à Michael. « La semaine dernière, j'ai entendu des cris. J'ai sauvegardé cet extrait. » Sur le chemin du retour, Parker brancha la clé USB sur son ordinateur portable. L'écran ne montrait qu'une image floue du porche, mais l'audio était limpide, la voix grondante de Rick, les cris terrifiés de Lily, et les sanglots tremblants d'Emma. « Je suis désolé, je vais tout nettoyer tout de suite. » Parker ferma la vidéo et se tourna vers Michael, qui était assis en silence, le visage durci comme la pierre. « Michael, dit fermement Parker, sa voix stable, c'est ça. C'est le clou de son cercueil. » Michael ne ressentit pas de joie. Ce qu'il ressentit fut un lourd soulagement. L'espoir n'était plus fragile. Il avait pris la forme d'un plan solide. La nuit précédant le procès, l'air était lourd, comme une tempête sur le point d'éclater. Michael n'appela pas son avocat pour qu'il l'accompagne. Il voulait faire ça lui-même. Tenant la convocation officielle à la main, il roula dans la rue familière avec le sang-froid d'un soldat se rendant à une bataille décisive. Il frappa à la porte. Elle s'ouvrit en grand, et Rick se tenait là, une bouteille de bière à la main, le visage marqué d'un air suffisant. « Alors, c'est encore toi, ricana-t-il. » Michael ne dit rien. Il lui tendit simplement le papier soigneusement plié. « Une convocation au tribunal pour toi et Rachel demain matin, 9 h. Rick jeta un coup d'œil au papier et éclata d'un rire rauque et guttural. Mais à mesure que ses yeux parcouraient les mots plus attentivement, le rire s'éteignit. La fureur monta à la place, brillant férocement dans ses yeux injectés de sang. Il froissa le papier dans son poing. « Tu penses que l'argent va te faire gagner ça, grogna-t-il. » Michael croisa son regard, son œil dur comme l'acier. « Demain, la vérité décidera qui est leur vrai père. » À ce moment précis, Michael vit Emma debout dans l'embrasure de la porte, serrant sa sœur cadette, Lily, étroitement contre elle comme pour la protéger. La petite fille ne pleura pas, mais dans ses yeux, fixés sur lui, il y avait une confiance inébranlable.
Michael hocha légèrement la tête, une promesse silencieuse, puis se retourna tranquillement et s'éloigna. Il avait allumé la mèche. Il ne restait plus qu'à attendre. Au moment où la porte claqua, Rick se retourna, sa rage explosant dans la pièce exiguë. « Sorcière » rugit-il, lançant une bouteille de bière contre le mur. Le verre vola en éclats, de la mousse gicla partout. Rachel tressaillit, reculant de peur. « C'était ton plan, n'est-ce pas? Tu as monté ça avec lui pour me faire tomber. » Mais il ne s'arrêta pas là. Ses yeux furieux et sauvages se fixèrent sur les deux enfants, figés de terreur. « Et vous aussi, petites espionnes, vous êtes allées voir votre papa en douce, hein? Quel mensonge lui avez-vous raconté? » « Non, non. On n'a rien fait, » balbutia Emma, tirant Lily derrière elle. « Fermez-la, hurla Rick. D'ici le tribunal, vous ne sortez pas de cette pièce. Et demain, avant d'entrer dans ce fichu palais de justice, je m'assurerai que vous apprendrez exactement ce qu'il faut dire au juge. » Il se précipita dans la chambre et claqua la porte. La maison devint silencieuse, mais ce silence était plus terrifiant que les cris ne l'avaient été. Rachel poussa rapidement les deux enfants dans leur chambre, son visage pâle, ses lèvres tremblantes, mais incapable de former un seul mot de réconfort. Elle leur fit seulement signe de se taire, puis referma la porte à la hâte, laissant les sœurs dans l'obscurité et la peur. Cette nuit-là, dans la petite chambre, Emma ne put dormir. Elle resta parfaitement immobile, les yeux grands ouverts, fixant le plafond sombre au-dessus. De la pièce voisine venait le ronflement fort et régulier de Rick, chaque souffle un rappel glaçant du monstre dormant juste derrière un mur. Dans ses oreilles résonnaient encore ses cris de colère, le fracas d'une bouteille de bière qui se brise, et pire encore, sa menace, « Demain, je vous donnerai une bonne leçon, sale gosse. » Quel genre de leçon ce serait? Emma ne savait pas avec certitude, mais elle savait que cela ferait mal. Ce pourrait être la piqûre de pincement qui brûlait sa peau, une forte poussée qui l'envoyait au sol, ou être enfermé dans le placard d'un noir absolu. Ce serait tout ce qui ferait crier Lily de terreur, tandis qu'Emma se mordait la lèvre pour ne pas faire de bruit. Papa a promis. Le regard dans ses yeux cet après-midi était une promesse qu'il nous sauverait. Mais cela appartient à demain, dans un endroit appelé le tribunal. D'ici là, il y a toute une nuit et une terrible matinée. J'ai regardé maman. J'ai vu l'impuissance dans ses yeux. Elle avait peur aussi. Elle ne pouvait pas nous protéger d'oncle Rick. Maman était comme ma sœur et moi, juste une grande enfant elle-même, essayant de survivre dans cette maison. Elle ne pouvait pas aider. Seul papa le pouvait. Je me suis tourné vers Lily, blottie sous la couverture, frissonnant parfois dans son sommeil. Je ne pouvais pas la laisser subir cette leçon. Je devais faire quelque chose. S'enfuir ne signifiait plus seulement que papa me manquait. C'était devenu une course pour la survie. J'étais la sœur aînée. Je devais protéger ma petite sœur. Lily, réveille-toi, murmura Emma doucement, secouant sa sœur. Sa voix portait une étrange fermeté, comme si la peur elle-même s'était endurcie en courage. Nous devons partir. Lily se frotta les yeux, hébétée et endormie. Partir où? Chez papa, dit fermement Emma. Papa a promis. Il nous attend. Dépêche-toi, avant que le soleil ne se lève. Lily était bien trop jeune pour tout comprendre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était faire confiance à sa sœur. Elle tituba hors du lit, laissant Emma lui enfiler un manteau sur les épaules et l'aider à mettre ses chaussures. Dans le pâle clair de lune filtrant par la fenêtre, les deux sœurs se serrèrent les mains. Emma fourra la poupée déchirée de Lily et un dessin de 3 personnes dans un petit sac en tissu. Elles traversèrent le salon sur la pointe des pieds, retenant leur souffle au son du ronflement fort de Rick venant de la chambre. Puis, elles déverrouillèrent soigneusement la porte d'entrée et se glissèrent dans la nuit froide. Quelques heures plus tard, Rachel se réveilla en sursaut d'un cauchemar. Un terrible sentiment d'effroi l'envahit. Elle se leva doucement du lit, prenant garde de ne pas faire de bruit. Elle entrebâilla la porte de la chambre des filles. Les 2 lits étaient vides. Les couvertures avaient été pliées maladroitement comme à la hâte. Son cœur s'arrêta presque. La fenêtre était entr'ouverte, une rafale d'air froid y pénétrait. Elles étaient parties. Elles étaient vraiment parties. Panique. C'était le seul sentiment que Rachel pouvait nommer. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de sa propre chambre, où Rick dormait profondément. Si elle le réveillait, il exploserait. Il la blâmerait.
Il rendrait tout 100 fois pire. Il n'était pas la solution, il était le problème. En ce moment de désespoir absolu, elle réalisa qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait l'aider. Les mains tremblantes, elle attrapa le téléphone, se précipita dans la salle de bain et verrouilla la porte. Elle composa un numéro familier, qu'elle n'avait pas osé appeler depuis très longtemps. Le téléphone sonna. Michael se réveilla en sursaut dans son luxueux appartement. Qui pouvait appeler à cette heure? Il jeta un coup d'œil à l'écran, Rachel. Son cœur se serra. Il appuya sur le bouton de réponse. À l'autre bout, un murmure brisé et paniqué, « Michael, aide-moi. Elles sont parties. Emma et Lily. Elles ont disparu. Où sont-elles, Rachel ?» La voix de Michael transperça le téléphone, glacial mais chargé d'urgence. « Je ne sais pas. La fenêtre était entr'ouverte, elles se sont glissées dehors toutes seules, sanglota Rachel. Si Rick découvre, c'est fini pour nous, Michael. S'il te plaît, écoute-moi attentivement, interrompit Michael, enfilant déjà ses vêtements et se précipitant dehors. Reste à l'intérieur. Ne fais rien qui puisse le rendre suspect. Je les trouverai. Il n'y avait qu'un seul endroit où elles auraient pu aller, le parc à mi-chemin entre sa maison et celle de Rachel. Michael conduisit comme un fou à travers la nuit. Enfin, ses phares balayèrent le parc, et elles étaient là, deux petites silhouettes blotties ensemble sur une balançoire froide. Papa. Les enfants fondirent en larmes en le voyant. Il courut vers elles, se laissa tomber à genoux et les enveloppa toutes les deux dans ses bras. Tout va bien maintenant, papa est là. Vous êtes en sécurité. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il veilla près du lit, observant les deux visages angéliques qui se reposaient enfin après la tempête de terreur. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était solennelle et tendue. Michael et Parker étaient assis d'un côté. En face d'eux se trouvait Rachel, le visage émacié, et Rick, qui entra en titubant, les yeux injectés de sang. Les témoins Mademoiselle Davis, l'institutrice, le propriétaire de l'épicerie, et Madame Martha étaient assis au premier rang, anxieux mais résolus. Parker commença à présenter l'affaire. Votre honneur, nous prouverons que l'environnement de vie actuel des enfants cause de graves préjudices à leur bien-être physique et émotionnel. Il appela la première témoin, Mademoiselle Davis. Elle s'avança à la barre, sa voix ferme mais emplie de tristesse. Elle parla des déjeuners qui ne consistaient qu'en pain sec, du comportement renfermé d'Emma, et de la tristesse qui persistait dans ses yeux. Puis, elle présenta un dessin qu'Emma avait fait de 3 personnes. C'est ainsi qu'Emma voit sa famille, votre honneur, un père et 2 enfants. Le dessin fut transmis au juge. Il l'étudia longuement, son visage impassible, bien que ses sourcils se froncèrent légèrement. Vint ensuite le propriétaire de l'épicerie. Il raconta l'histoire de la petite fille blonde comptant jusqu'à la dernière pièce juste pour acheter des nouilles instantanées. Elle ne ressemblait pas à une enfant, conclut-il. Elle ressemblait à une adulte portant des fardeaux trop lourds pour son âge. La tension dans la salle d'audience commença à monter. Rick marmonna des malédictions entre ses dents. Parker appela le dernier témoin, Madame Martha. Elle s'avança, légèrement tremblante, mais ses yeux restèrent fermes. Parker fit jouer l'enregistrement audio de sa caméra. Le grognement de la voix de Rick et les cris terrifiés de Lily résonnèrent dans la salle d'audience. Rick sauta sur ses pieds. Falsifié. Tout est falsifié. Défendeur, asseyez-vous. Le juge frappa du marteau. Enfin, Rachel fut appelée à la barre. Elle ne pleurait plus. Avec un courage retrouvé, elle regarda directement le juge. Tout est vrai, dit-elle d'une voix égale. J'étais faible. J'ai laissé mes enfants vivre dans la peur. Votre honneur, la nuit dernière, parce qu'il les a menacées, elles ont été forcées de fuir la maison en pleine nuit. Ce témoignage tomba comme une bombe. Il confirmait chaque preuve présentée auparavant. Rick n'en pouvait plus. Tu mens. Rugit-il, bondissant vers la barre des témoins. Je te ferai payer ça. 2 agents de sécurité se précipitèrent, plaquant Rick au sol avant qu'il ne puisse atteindre Rachel. La salle d'audience éclata dans le chaos. Rick cria, jura et se débattit comme un animal enragé. Retirez le défendeur de cette salle d'audience. Tonna le juge, son marteau frappant encore et encore. Lorsque Rick fut finalement traîné dehors, le silence tomba. Le juge parcourut la pile de preuves, regarda les témoins, puis Michael.
Il n'avait pas besoin d'entendre un mot de plus. Il leva le marteau. Le coup résonna, ferme et définitif. Cette cour est ajournée. La garde complète d'Emma et Lily est par la présente accordée à leur père, Monsieur Michael, avec effet immédiat. Une ordonnance restrictive permanente est émise contre Monsieur Rick. Michael laissa échapper une longue respiration irrégulière, le genre que l'on ignore retenir jusqu'à ce que les poumons cèdent enfin. Elle s'échappa avec un son tremblant, comme si des années de peur et de doute avaient été enfermées à l'intérieur et avaient soudain trouvé un exutoire. Un instant, il resta assis là, dans la salle d'audience, les épaules lourdes, les paumes pressées contre ses genoux, le verdict résonnant encore à ses oreilles, et pourtant cela semblait presque irréel, comme un rêve fragile qu'il craignait de toucher. Lentement, il se leva du banc en bois. Ses jambes étaient instables, mais ses pas portaient une urgence tranquille. Il s'avança dans l'allée, dépassant les rangées de chaises vides qui avaient abrité des étrangers, des avocats et des gens venus assister à une bataille qui n'était jamais la leur. À chaque pas, le poids sur sa poitrine s'allégeait. La porte de la salle d'audience grinça lorsqu'il l'ouvrit, et derrière lui, l'autorité du marteau s'estompa dans le silence. Il tendit la main vers la poignée de la porte de la salle d'attente, sa main marqua une pause sur le métal froid, le temps d'une respiration, comme s'il avait besoin de se préparer à ce qu'il attendait de l'autre côté. Puis il la tourna. La porte s'ouvrit en grand. À l'intérieur, Emma et Lily étaient assises ensemble sur un banc rigide, leurs petites têtes levées au même instant, les yeux écarquillés, cherchant son visage. Elles ne posèrent pas la question, elles n'en avaient pas besoin. Les enfants peuvent lire la vérité dans les yeux d'un père bien avant que les mots ne soient prononcés. Et à cet instant, dans le léger tremblement de son sourire et l'éclat des larmes qu'il ne put retenir, elles surent. Emma fut la première à bouger. Elle sauta et courut, ses chaussures claquant sur le carrelage. Lily suivit, les bras grands ouverts, ses petits pas pressés et irréguliers. En quelques secondes, elles étaient serrées contre lui, deux corps fragiles s'accrochant avec toute la force que leur petite silhouette pouvait rassembler. « Papa » murmura Emma, sa voix brisée d'espoir, « on rentre à la maison maintenant, n'est-ce pas ?» Michael les serra dans ses bras, les enveloppant comme s'il pouvait les protéger de tout le mal que le monde avait jamais essayé de leur faire. Il enfouit son visage dans leurs cheveux, respirant l'odeur familière du savon d'enfant, des crayons de couleur et la douce odeur du chewing-gum. Sa gorge se serra jusqu'à ce que les mots sortent à peine. « C'est ça » murmura-t-il, d'une voix rauque, chaque syllabe portant le poids d'une promesse. « Nous rentrons à la maison. » Tous les trois restèrent là, liés, tandis que le monde au-delà de ces murs continuait, indifférent. Pour Michael, rien d'autre n'existait, ni salle d'audience, ni papier, ni écho d'accusation. Seulement cette étreinte. Seulement la chaleur de deux enfants qui avaient attendu trop longtemps la sécurité, l'appartenance, et lui. Ses mains tremblaient en caressant leurs cheveux, mais dans sa poitrine battait une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, la maison n'était pas juste un mot, pas juste un lieu de 4 murs et un toit. C'était ce moment, ce lien, inébranlable et vivant. Et tandis qu'ils se serraient les uns contre les autres, Michael sut que le combat était derrière eux. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il serait le leur, ensemble. En franchissant le seuil du nouvel appartement, Michael ressentit immédiatement la différence. Cette porte n'était pas seulement l'entrée d'un immeuble. C'était une ligne de démarcation. Derrière lui se trouvait la froide salle d'audience, la maison sombre, les années perdues. Devant lui, il y avait une lumière chaude, l'odeur de la peinture fraîche, et surtout, le parfum d'un nouveau départ. Il posa les 2 petits sacs de voyage qui appartenaient aux enfants. « Bienvenue à la maison », dit-il, la voix rauque d'émotion. Emma et Lily regardèrent autour d'elle avec émerveillement. L'appartement n'était pas très grand, mais tout était propre et douillet. Lily se précipita vers la grande fenêtre, regardant la ville étincelante de lumière. Emma était plus hésitante. Elle resta près de la porte, comme si elle n'était pas encore sûre que cela se produisait vraiment. Leur premier dîner ensemble ne fut pas un festin somptueux. Michael avait simplement préparé une marmite de soupe chaude au poulet et fait griller quelques tranches de pain à l'ail. Alors qu'ils se rassemblaient tous les trois autour de la petite table à manger, Emma posa sa cuillère, regarda Michael avec des yeux clairs et brillants, et murmura, « Papa, ce soir, je peux vraiment dîner avec toi. » Cette simple phrase frappa droit au cœur de Michael. Il sourit, un sourire vraiment chaleureux. « Oui, ma chérie. Désormais, chaque soir sera comme ça. » En rangeant,
Michael fit tomber accidentellement une cuillère en métal sur le carrelage. Le claquement aigu résonna dans la pièce. Instantanément, les deux enfants tressaillirent, leurs petits corps se recroquevillant sur eux-mêmes. Emma, par instinct, passa son bras autour de Lily pour la protéger. Le cœur de Michael sembla s'arrêter. Il réalisa que même si le procès était terminé, les cicatrices invisibles persistaient encore. Il ne dit rien, s'avança seulement lentement, s'agenouilla et les serra doucement toutes les deux dans ses bras. « Tout va bien, murmura-t-il. Vous êtes en sécurité ici maintenant. » Plus tard cette nuit-là, après que les enfants eurent sombré dans un sommeil profond, le téléphone de Michael vibra doucement. C'était Parker, son avocat. « Michael, j'appelle pour la dernière mise à jour, » dit Parker. Le juge a rendu une décision supplémentaire. Rick a été condamné à 18 mois de prison pour mise en danger d'enfants et agression. En prison, il ne pourra déranger personne pendant longtemps. Un lourd poids se leva des épaules de Michael. « Et Rachel ?» demanda-t-il. Le tribunal a choisi de ne pas poursuivre Rachel. Au lieu de cela, il a rendu une ordonnance obligatoire. Elle devait suivre un traitement psychologique. Ce n'est qu'après l'avoir terminé qu'elle pourrait même demander le droit de visite de ses enfants, et même alors, seulement sous surveillance. Le juge expliqua sa décision avec des mots qui touchèrent profondément Michael. Rachel était à la fois responsable du mal qu'elle avait causé, et d'une manière tragique, une victime qui avait besoin d'aide. Pour Michael, la décision ne concernait pas la victoire ou la défaite. Quand Parker, son avocat, appela pour lui annoncer la nouvelle, Michael écouta en silence. Sa voix, quand elle vint, était basse et stable. « Merci, Parker. Merci pour tout. » Il mit fin à l'appel et resta assis un long moment, le téléphone toujours à la main, fixant sans rien voir en particulier. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe, aucune montée de satisfaction. Ce qui le remplit plutôt fut quelque chose de plus simple, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Une certitude tranquille que la longue tempête avait enfin pris fin. Quelques instants plus tard, le son de la sonnette le tira de ses pensées. Il se leva, traversa le couloir et ouvrit la porte pour trouver un livreur tendant une enveloppe ordinaire. Il n'y avait pas d'adresse de retour, seulement son nom écrit d'une écriture familière. Il signa, remercia l'homme et resta debout dans l'embrasure de la porte, l'air frais effleurant son visage alors qu'il déchirait lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, manuscrite de l'écriture inimitable de Rachel. La lettre était courte, mais chaque ligne portait le poids d'une femme enfin dépouillée d'excuses. « Michael », commençait-elle. « Je ne demande pas pardon. Je veux seulement que tu saches que j'accepte la décision du tribunal. Le tribunal m'a ordonné de suivre un traitement psychologique, et je le ferai. J'ai besoin de me soigner avant de pouvoir espérer redevenir une mère pour nos enfants. Prends bien soin d'eux, s'il te plaît. » Michael lut les mots 2 fois, puis plia soigneusement la lettre. Il ne ressentit pas de colère comme il aurait pu le faire autrefois. Au lieu de cela, il ressentit une reconnaissance tranquille. Le chemin de Rachel serait long, peut-être rempli d'obstacles et d'incertitudes, mais au moins, elle avait fait le premier pas. Parfois, le plus difficile dans le changement était simplement de commencer. L'enveloppe toujours à la main, Michael descendit le couloir et ouvrit la porte de la chambre des enfants. La douce lueur d'une veilleuse remplissait la pièce, projetant une teinte dorée sur 2 petits lits. Les 2 enfants dormaient profondément, leur visage calme, leur respiration régulière. Ils semblaient à des mondes de la tourmente des derniers mois, en sécurité et épargnés par les ombres qui avaient pesé si lourdement sur leur jeune vie. Il s'attarda dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'imprégnant du spectacle. Emma était blottie sous sa couverture, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme une couronne de soie. Lily, plus petite et agitée même en dormant, bougea légèrement, ses lèvres remuant comme si elle était prise dans un rêve. Puis faiblement, comme murmurés des profondeurs de son sommeil, vinrent des mots qui serrèrent la gorge de Michael. « Papa, tu vas travailler demain. » C'était le genre de question que seul un enfant pouvait poser avec une telle innocence, simple, directe, et pourtant lourde de peur inexprimée. Pour Lily, le travail avait si souvent signifié l'absence. L'absence avait signifié des nuits d'incertitude, des jours d'attente, et une vie assombrie par des questions qu'aucun enfant ne devrait porter. Michael s'approcha, se penchant sur son lit. Il écarta une mèche de cheveux de son front, sa main s'attardant avec tendresse. Un sourire, doux et stable, se forma sur ses lèvres. « Oui, ma chérie » murmura-t-il,
sa voix assez douce pour ne pas la réveiller. Oui. Mais je te promets que je serai toujours à la maison avant que tu ne t'endormes. Ces mots n'étaient pas seulement pour elle, c'était un vœu qu'il se faisait à lui-même, un vœu qu'il avait l'intention de tenir. Il s'assit sur le bord du lit, le calme de la nuit l'enveloppant comme une couverture. La maison, pour une fois, était exempte de tension, remplie seulement du son de ses enfants qui respiraient. En les regardant, il ressentit une douleur si profonde qu'elle faillit le briser. Mais ce n'était plus une douleur de chagrin. C'était de l'amour, stable, durable et féroce. Il n'y aurait plus de lettres désespérées glissées sous les portes, plus de suppliques griffonnées de mains tremblantes. Il n'y aurait plus de nuits froides passées blotties sur des porches, à attendre un père qui ne venait jamais. Ces jours étaient révolus. Désormais, se dit-il, il serait toujours là. Se penchant plus près, il murmura dans le silence, une promesse prononcée non pas à l'air, mais au petit cœur qui battait dans cette pièce, je vous entendrai toujours. Et à cet instant, sous le léger bourdonnement de la veilleuse, avec ses enfants en sécurité et endormis, Michael y crut enfin. Ainsi, la porte d'une nouvelle maison s'ouvrit, non pas avec une clé d'argent, mais avec persévérance et amour. Le parcours de Michael n'était pas celui d'un millionnaire rachetant la justice avec de l'argent, mais celui d'un père apprenant à vraiment écouter. Il réalisa que le murmure de sa fille importait plus que toute réunion à $1 million, et qu'une promesse d'être à la maison avant le coucher était le contrat le plus précieux de sa vie. Nous voyons aussi la force extraordinaire cachée dans le petit corps d'Emma. Son courage ne venait pas des muscles, mais de l'amour qu'elle portait à sa sœur cadette et de la confiance qu'elle plaçait en son père. Ce fut sa lettre désordonnée et son évasion de minuit qui devinrent le flambeau, éclairant la vérité, bien plus forte que toute menace de violence des méchants. La leçon la plus profonde que cette histoire nous laisse est peut-être la suivante, la présence est plus précieuse que tout cadeau. Le temps que nous passons avec nos proches, un simple dîner, un moment d'écoute véritable, voilà le véritable héritage, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Michael avait un empire entier, mais il ne devint vraiment riche que lorsqu'il s'assit à côté de ses 2 filles dans cette petite cuisine chaleureuse. Je crois que chacun de nous fait de son mieux pour les personnes que nous aimons. Pourtant, parfois, pris dans le cycle incessant du travail et de l'inquiétude, avons-nous oublié que ce dont elles ont le plus besoin n'est peut-être rien de plus qu'une étreinte, un regard qui dit que nous nous soucions, et notre présence pleine et entière? Merci d'avoir parcouru cette histoire avec moi. Mon espoir est qu'après toutes les tempêtes de la vie, nous trouverons toujours notre propre havre de paix, non pas dans le luxe ou la grandeur, mais juste dans les bras de ceux que nous chérissons. Accrochons-nous à ces moments et chérissons-les toujours.